Bienvenue sur la TFM qui reçoit aujourd'hui M. Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, un parti connu comme étant l'UFDG. M. Cellou Dalein Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. La Guinée vient de sortir des élections législatives qui sont plus ou moins contestées. Votre coalition l'a contestée. Vous avez saisi la Cour suprême guinéenne. Mais pour revenir un peu sur le déroulement de ces élections. Oui, d'abord disons que vous savez que ces élections devraient avoir lieu 6 mois après l'installation du président Alpha Condé. Et malheureusement, il n'a pas voulu organiser ces élections-là à la date prévue, et si bien qu'on a pu le faire qu'après 3 ans, mais après beaucoup de luttes de l'opposition. Vous savez qu'on a organisé plusieurs manifestations pour exiger la tenue de ces élections, pour exiger qu'un dialogue s'ouvre afin qu'on définisse ensemble le calendrier et les conditions dans lesquelles on devait aller aux élections. Ça n'a pas pu prospérer. Il a fallu donc 3 ans pour qu'un dialogue s'ouvre au mois de juin 2013. Et au terme de ce dialogue, un accord politique a été signé et qui engageait les partis donc à aller à ces élections dans des conditions qui ont été précisées dans l'accord. On est rentré dans la phase de préparation de ces élections. Malheureusement, le pouvoir, le RPG, le président de la République était parfaitement au courant de la situation politique qui prévalait. Ils ont donc cherché à s'octroyer naturellement les meilleures conditions pour gagner ces élections, alors que, au terme de 3 ans de gestion du pays, il n'y avait pas eu de bilan, il n'y avait pas eu de progrès, il y avait moins d'électricité, il y avait moins d'eau, il y avait moins de bonnes routes, il y avait eu beaucoup de violations des droits de l'homme, il n'y avait plus d'insécurité, donc le bilan était négatif et la population guinéenne était naturellement prête à sanctionner cette mauvaise gestion. Et ils ont donc, pour parer à cela, ils ont mis en place un dispositif pour justement organiser une fraude massive à l'échelle de toute la nation pour en fait gagner ces élections-là. Et la fraude a été massive, elle a été dénoncée aussi bien par l'opposition que par la mission d'observation de l'Union européenne, qui a diffusé plusieurs rapports auxquels vous avez eu sans doute accès. Et face à cette situation, l'opposition a décidé de demander l'annulation de ces élections et leur reprise conformément à la loi. Mais finalement, nous avons décidé de réunir les éléments qui mettaient en évidence ces fraudes-là et de les porter à la connaissance de la Cour suprême pour donner à celle-ci les moyens justement d'annuler ces élections-là, ou en tout cas d'annuler les élections dans la plupart des circonscriptions où la fraude a été flagrante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au moment où vous demandez l'annulation des élections et vous saisissez en même temps la Cour suprême? Oui, mais c'est la Cour suprême qui est compétente pour annuler les élections. Nulle autre institution ne peut le faire. Et nous avons aussi donné à la Cour suprême les moyens d'annuler ces élections parce que nous avons préparé des dossiers pertinents avec des preuves irréfutables que nous avons transmis à la Cour suprême et nous espérons que ces dossiers-là vont faire l'objet d'un examen minutieux de la part de la Cour suprême qui prendra ses responsabilités et dira le droit. Les résultats provisoires donnés à la Cour suprême donnent Alpha Condé et l'RPG légèrement en avance par rapport à la coalition d'opposition. Et si la Cour suprême analyse ces résultats, qu'allez-vous faire? Bon, d'abord, il faut nuancer un peu ces résultats-là. À l'issue du scrutin, M. Alpha Condé a eu, le RPG, disons, a totalisé 53 sièges. L'opposition a totalisé, elle aussi, 53 sièges. Et la répartition du plus fort reste a donné un député à 8 partis qui n'avaient pas eu le quotient national. Ces partis n'étaient pas tous affichés ni avec l'opposition ni avec le pouvoir. C'est des partis indépendants? C'est des partis dont la position politique était parfois ambiguë. Certains se disaient du centre. À la date d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 partis qui ont affirmé qu'ils vont rejoindre le pouvoir. Il y a 2 qui ont affirmé rejoindre l'opposition. Il reste 3 qui ne sont pas déterminés. Donc on est dans cette situation. Maintenant, vous me dites, est-ce que... Par exemple, la Cour suprême avalise les résultats déjà sortis. Oui. Et ces partis qui vont rejoindre la coalition au pouvoir, elles peuvent avoir une
marge. Une courte majorité à l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous allez faire? Rien n'exclut que l'opposition ait cette majorité, mais le pouvoir a naturellement beaucoup plus à offrir à ces partis que l'opposition. Mais dans ce cas, on appréciera la décision, on évaluera la décision de la Cour suprême. Ce n'est pas par rapport aux résultats, c'est par rapport à la correction que celle-ci pourrait apporter pour corriger des anomalies qui ont été vraiment identifiées lors de ce scrutin. Qu'est-ce que la Cour suprême fera? L'opposition, qui est restée unie jusqu'à maintenant, aujourd'hui s'emploie à maintenir cette unité, à prendre une décision ensemble, de siéger, de ne pas siéger, ou en tout cas de rejeter la décision de la Cour suprême. Est-ce que vous êtes sûr que l'opposition va maintenir son unité, vu en Afrique le pouvoir, l'attrait qu'il a sur l'opposition et sur les militants? Jusqu'à présent, on a pu maintenir cette unité. Pendant la lutte que nous avons menée pour réunir les conditions d'un scrutin transparent, pendant tout ce combat-là, nous étions unis. Aujourd'hui, nous sommes encore unis, nous avons la même position. Si la Cour suprême prend demain une décision qui ne reflète pas vraiment le droit tel que nous le percevons, bon, l'opposition se retrouvera pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas siéger, de réfuter ces décisions-là, ou alors de siéger. Pour le moment, on n'a pas pris une décision. Nous demandons l'annulation de ces élections. Nous avons fourni des éléments susceptibles de permettre à la Cour de prendre une telle décision. Si, sous l'influence du gouvernement, de l'exécutif, la Cour suprême ne prend pas cette décision, en ce moment, l'opposition se retrouvera et prendra une décision commune. Mais est-ce que vous avez confiance en la Cour suprême? Non, pas du tout. On n'a pas confiance à la Cour suprême. Vous vous souviendrez qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, l'UFDG, par exemple, avait réuni beaucoup de dossiers qui mettaient en évidence des fraudes massives. Malheureusement, pour la première fois, la Cour suprême n'avait pas modifié d'une virgule les résultats provisoires proclamés par la CENI. Donc ça peut arriver. Mais aujourd'hui, enfin, nous ne désespérons pas. Nous avons lancé un appel à la Cour suprême pour qu'elle dise le droit, rien que le droit, et peut-être tout le droit. Et nous avons des éléments vraiment pertinents qui mettent en cause justement la transparence et l'équité de ce scrutin. Et la Cour suprême peut prendre ses responsabilités, faire le choix de dire la vérité, de dire le droit pour préserver la paix sociale et les règles et les principes démocratiques. Au moment où il faudra faire un choix, aller à l'Assemblée nationale ou de rejeter carrément les élections. Oui. En ce moment, si le choix viendra, vous, UFDG, votre parti a pratiquement 37 députés à l'Assemblée nationale qui sont susceptibles d'être élus. Quelle sera votre position? La position, nous la prendrons, nous verrons à ce que la position de l'UFDG soit celle de toute l'opposition. Nous ne voulons pas nous déterminer avant que toute l'opposition ne se retrouve et prenne une décision. Quelle que soit la décision de l'opposition, vous allez la suivre ou bien vous allez à l'Assemblée nationale? Non, nous allons participer. Nous allons participer à la prise de décision. Nous allons développer, décliner nos arguments et essayer, le cas échéant, de convaincre nos partenaires de l'opposition sur la position à prendre. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, nous prenons la décision, ici, l'annoncer, alors que l'opposition n'a pas encore statué sur l'attitude à tenir face à une confirmation éventuelle des élections, du résultat provisoire par la Cour suprême. L'élection de députés, c'est une élection, c'est vrai, nationale, mais il y a quand même le choix que les gens ont porté sur vos propres députés. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que si vous refusez d'aller à l'Assemblée nationale, que vos députés à vous, les FDG, vont vous suivre? Oui. Je suis convaincu que les députés élus de l'UFDG, si le parti décidait de ne pas siéger, je suis convaincu qu'aucun d'entre eux n'ira à l'encontre de cette décision pour aller siéger tout seul. On a vu des scénarios où des partis ne veulent pas aller au pouvoir, certains font de la défection et ils vont. Il y a le scénario malien aujourd'hui, avec la présidentielle, où certains ont refusé d'aller avec Soumaïla Cissé pour rejoindre IBK. Ce serait une grande surprise chez moi. Je connais les militants, les responsables du parti qui ont été élus. Je suis convaincu que si l'UFDG prend la décision de ne pas siéger, aucun d'entre eux n'irait siéger. Ce serait en tout cas une surprise à laquelle je ne m'attends pas du tout si cela arrivait. Parce que la politique, elle n'est jamais
Oui. Il n'y a jamais de certitude absolue, bien sûr. Il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de certitude absolue. Mais compte tenu de la connaissance que j'ai des cadres du parti qui ont été élus au terme des résultats provisoires, je ne pense pas qu'il y ait une défection qui quelqu'un qui pourrait aller rejoindre, prendre son siège à l'Assemblée lorsque le parti aura décidé, par exemple, de ne pas siéger. Parce qu'en Afrique, les gens vivent de la politique. Certains d'entre eux n'ont pas de métier. Aller à l'Assemblée nationale, c'est augmenter les moyens d'intervention de votre parti. Parce que vous allez à la présidentielle 2015. Vous savez bien qu'en Afrique, c'est plus le clientélisme politique que le militantisme. Oui, je n'en disconviens pas, mais je connais les militants de l'UFDG. Ce n'est pas des militants qui sont là à la recherche du pain. C'est des gens convaincus, qui se battent pour des idéaux, qui se battent pour l'instauration de valeurs dans notre pays, des valeurs de démocratie, des valeurs, des règles et des principes de l'état de droit. Ce n'est pas des gens qui veulent marchander leur siège pour obtenir des avantages. C'est des gens qui se battent pour des valeurs et je suis convaincu qu'il n'y en aurait pas de gens issus du rang de l'UFDG qui pourraient aller siéger lorsque le parti décide de ne pas le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Assemblée nationale est le meilleur, peut-être l'un des lieux de contestation du pouvoir en tant qu'opposition? C'est là-bas qu'on doit voter les lois. Aujourd'hui, la Guinée connaît une transition depuis pratiquement le départ de Sékouba Konaté. Le CNT est là, il doit être remplacé. Et que ce n'est pas le meilleur lieu où vous allez proposer des lois, défendre vos positions? Oui, nous nous sommes battus pour que ces élections aient lieu. Nous nous sommes battus pour qu'elles soient transparentes et équitables, ces élections. Mais si on détourne le choix, le suffrage du peuple, si l'Assemblée n'est pas représentative vraiment des choix populaires, il est tout à fait normal qu'on conteste, qu'on refuse d'aller siéger à un Parlement qui n'a pas de légitimité dans ce cas, dans la mesure où le choix des citoyens n'aura pas été respecté. En ce moment, est-ce que vos militants vous comprendraient? Parce qu'ils disent que vous avez laissé beaucoup de choses se faire depuis la présidentielle de 2010, où on a connu le plus long deuxième tour au monde, parce qu'il y a eu 6 mois qui se sont déroulés. Au premier tour, vous étiez en tête, vous étiez confiant de gagner l'élection, ça s'est passé comme ça s'est passé. Vous l'avez contesté à un moment, il y a eu des interventions, vous avez décidé pour la paix sociale de ne pas aller contester qu'il n'y ait pas une guerre civile. Est-ce que vos militants comprendraient encore que vous retrouviez dans l'opposition encore pure et dure? Non, je pense que les militants ne comprendraient pas qu'on accepte pour une deuxième fois la fraude. C'est plus difficile à accepter ça que de refuser justement de siéger dans une assemblée nationale dont les députés n'ont pas été choisis conformément aux règles et aux principes démocratiques. Nos militants sont exigeants. Mais aujourd'hui, nous avions accepté les résultats proclamés par la Cour suprême lors de l'élection présidentielle. Or, ce n'était pas vraiment des résultats qui étaient conformes à la réalité. Aujourd'hui, si nous acceptons encore ces résultats-là, alors qu'on sait qu'ils ne reflètent pas le choix du peuple, c'est là qu'on risque d'être condamné par nos militants. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la paix sociale? Vous savez, la Guinée, depuis pratiquement 50 ans, a connu beaucoup de violences, beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Des jeunes sortent dans la rue, affrontent les forces de l'ordre, tombent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que la classe politique guinéenne se réunisse autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'ils veulent faire de la Guinée? Écoutez, l'UFDG, l'opposition de façon générale, a montré son attachement à la paix et au dialogue. Nous avons exigé le dialogue. M. Alpha Condé a refusé qu'il y ait le dialogue. Au moment où nous avons demandé, au mois d'avril 2011, qu'on se retrouve autour de la table, qu'on décide du calendrier des élections et des actions à mener pour rendre ces élections crédibles, il a refusé qu'il y ait le dialogue. Nous avons marché pour exiger le dialogue. Il a refusé le dialogue. Mais au moment où il refusait qu'on se retrouve, il était en train de poser des actes qui auraient été posés seulement après le dialogue, après qu'on ait trouvé un consensus par rapport à ça. Il a décidé tout seul, sans aucune consultation de l'opposition, de renvoyer la société Sagem, qui avait été choisie à l'issue d'un appel d'offres international. Il a recruté tout seul un opérateur sud-africain sans appel d'offres, sans cahier de charge. Il lui a confié la révision du fichier et la gestion informatique de liste électorale, sans associer personne, sans respecter les règles et les procédures. Donc, finalement, lorsque nous sommes retrouvés au dialogue,
sous la pression de la communauté internationale, qui s'est engagée à sécuriser le fichier, à neutraliser Weymark si nécessaire et Sabari, nous avons accepté de quitter la rue, d'arrêter les manifestations, de faire confiance donc à la communauté internationale et d'aller à ces élections. Et donc l'UFDG est un parti de dialogue. La violence nous a coûté très cher. L'UFDG a perdu 50 de ses militants qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre. Et M. Diop, jamais le gouvernement n'a cru devoir ouvrir une enquête, traduire devant les tribunaux ces assassins, dont certains sont connus nommément par les militants. Ils ont fait usage des armes à feu pour tirer sur des manifestants. Et les jours qui suivent les manifestations, ils investissent des quartiers entiers de Koza, Bambeto, Hamdallaï, et vont dans les concessions procéder à des arrestations, à des exactions de toutes sortes. Mais tout ça avec la bénédiction du pouvoir qui leur garantit l'impunité absolue. On a souffert, nous ne sommes pas pour la violence. La violence nous a coûté très cher. Il y a des gens, il y a une douzaine de jeunes aujourd'hui handicapés à vie. Et que nous, nous avons porté plainte lorsqu'on a la première victime de Alpha Condé. Lorsque je suis rentré le 3 avril 2011, les policiers ont tiré sur mon cortège. Un enfant qui était non loin de ma voiture a été fauché. Il est mort. Nous avons déposé une plainte. Les parents ont déposé une plainte avec l'appui du parti, mais le tribunal n'a pas voulu prendre la plainte parce qu'il estime qu'il y a trop de violence politique. Tout doit se régler en même temps. Et alors que les violences qui ont été commises, les massacres, les tueries qui ont été commises pendant ce règne, même il ne veut pas s'en occuper. Lorsqu'on parle du 28 septembre, il dira non, il faut aller jusqu'au Camboiro pour diluer les responsabilités. Alors que pour certains crimes, les criminels sont là, les victimes sont là. Il ne s'agit pas d'aller creuser dans les archives pour rechercher qui a fait quoi, mais même ça, c'est l'impunité absolue dès qu'il s'agit de l'opposition. Donc, je vais vous raconter. Récemment, on a arrêté 33 jeunes dans les quartiers. Nuitamment, on les a attachés, on les a mis dans un camion militaire bâché, fermé. On les a déportés à Kankan, à 700 km de Conakry, dans un camp militaire. Personne ne savait où sont ces jeunes. Leurs parents ne savaient pas où sont. C'est par hasard que nous avons su que ces jeunes, 33 jeunes, des militants de l'UFDG pour la plupart, ont été déportés. Et ça, s'il vous plaît, c'est au mois de septembre, là, 2013. Nous avons protesté. C'est en ce moment que les jeunes ont été ramenés à Conakry. Il semble même que M. Alpha Condé les a reçus pour dire qu'il n'est pas au courant. Mais il n'y aura jamais de sanctions. On ne situera jamais la responsabilité. C'est parce que les ONG de défense des droits de l'homme ont été au courant. Nous-mêmes, on a commis un avocat pour la défense de ces jeunes lorsqu'on a su qu'ils étaient là-bas, que ces jeunes ont été ramenés et libérés. Mais on ne saura jamais qui a pris cette décision et il n'y aura jamais de sanctions. Donc nous subissons les méfaits, les inconvénients de la violence. C'est nous qui payons les coûts. Comme je te l'ai dit, nous préférons la paix. Mais à chaque fois que vous demandez à manifester, les jeunes sortent, marchent, ils sont tués. Oui. Est-ce que vous n'avez pas de responsabilité dans ça aussi? Mais écoutez, le droit d'organiser des marches pacifiques est concédé par la concession, par la Constitution. Nous exerçons un droit pour protester contre la violation de notre droit. Parce qu'il n'y a pas d'autre recours. On ne peut pas se fier à la justice. C'est la justice et à la dévotion de M. Alpha Condé. Et c'est lui qui ordonne aux forces de l'ordre de faire usage des armes. La preuve, aucun policier n'a jamais, jusqu'à présent, pour les 50 cas de jeunes tués, aucun policier n'a été interpellé. Récemment, ils ont mis en place une commission d'enquête pour justement situer les responsabilités dans certaines violences. Ils ont convoqué un des commandants de la police. Mais Alpha Condé a dit de ne pas répondre, sinon ça risque de décourager les policiers. Il n'a pas répondu. Or, à la justice, il a bien reçu la convocation, mais il n'a pas répondu. Un policier qui serait responsable de violences commises sur des militants de l'opposition. Mais lui vous accuse en tant qu'opposition que vos militants vont attaquer aussi les militants de RPG dans leur propre maison pour les provoquer. Ils n'ont pas de victimes. Chaque fois, on dira, oui, c'est les jeunes qui ont provoqué. Mais les victimes sont d'un seul côté. Il n'y a pas eu de mort. Je n'aurais pas souhaité. Il y a eu un policier qui a été tué. C'est déplorable. Un policier, c'est un Guinéen. On n'aurait pas voulu qu'un policier soit tué. Mais il y a eu 50 jeunes innocents qui ont été tués à bout portant par la police.
Et ça, c'est quelque chose qui est là, tous les Guinéens le savent, les organisations de défense des droits de l'homme le savent, et les ambassades le savent. Et ils ont parfois interpellé le gouvernement pour dire de mettre fin à cette impunité. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Mais tantôt, vous disiez que la communauté internationale est venue pour garantir la transparence des élections, neutraliser Weimar s'il le faut. Oui. Là, vous contestez les élections. Est-ce que cela veut dire que la communauté internationale n'a pas fait le travail qu'elle devait faire? Oui, la communauté internationale a fait des efforts, il faut le reconnaître, mais elle n'a pas obtenu tous les résultats escomptés. Je vous donne un exemple. Elle avait décidé, elle avait donné des garanties qu'elle aurait sécurisé le fichier. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de doublons, il n'y aurait pas eu d'omission. Mais lorsqu'on a affiché les listes, on s'est rendu compte que tous ceux la plupart des gens qui s'étaient fait recenser pendant la phase complémentaire de la révision n'étaient pas sur le fichier. Et donc, ceux-ci n'ont pas reçu de carte d'électeur, ils n'ont pas voté. Je donne un exemple, c'est dans les fiefs de l'UFDG où il y a eu plus d'anomalies. D'abord à Fria, il y a 4200 qui s'étaient fait enrôler pendant la phase électorale, qui avaient leur récépissé et qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. À l'Elouma, il y a eu 7000 qui se sont fait recenser dans une circonscription de la Moyenne Guinée, mais personne n'était sur la fiche, ils n'ont pas pu voter. Mais vu la situation que vous venez de décrire, est-ce que là vous faites confiance à la communauté internationale pour garantir des élections? Bon, écoutez, elle a fait des efforts, elle a envoyé des experts, elle a fait passer des contrats de déboulonnage à Bruxelles, à Conakry, mais comme l'opérateur de saisie était un militant du RPG et qui était là, il a été recruté pour aider Alpha Condé à gagner. Et l'opérateur n'a pas voulu. Mais l'un des mandats de la communauté internationale, c'est justement de neutraliser cet opérateur. Oui, donc là, la communauté internationale n'a pas pu venir à bout justement des manœuvres de l'opérateur de saisie et de certains membres de la CENI. Alpha Condé a dit sur cette antenne, le président Alpha Condé a dit sur cette antenne que maintenant la rue c'est terminée, que l'opposition c'est à l'Assemblée nationale, qui ne va plus accepter les manifestations de rue. Bon, alors, vous savez, ça c'est un problème. Il a envie de restreindre une liberté, un droit octroyé par la Constitution aux partis politiques et aux autres associations. Les citoyens guinéens ont le droit d'organiser des marches pacifiques. Si leurs droits sont violés, pour attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur cette violation de leurs droits. M. Alpha Condé n'a pas le droit de mettre fin à ce droit. C'est un droit consacré par la Constitution de la République. Alors même s'il y a le débat au Parlement, un parti politique ou des partis politiques ont la faculté d'organiser une manifestation pacifique. Ils ont une obligation d'information de la commune dans laquelle ils souhaitent organiser cette manifestation. M. Alpha Condé n'a pas le droit d'interdire cette manifestation et de mettre fin à toute manifestation pacifique, sauf à violer lui-même la Constitution de la République qui a reconnu ce droit à toutes les associations. Mais est-ce que la Guinée peut continuer à vivre sous cette tension d'opposition, de violence, de contestation d'élections, de problèmes récurrents, alors que c'est un pays formidable qui a quand même tout pour réussir? Oui. Les gens se posent des questions, mais est-ce que la classe politique guinéenne, dans l'ensemble, est consciente des potentialités de la Guinée? Oui, mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons démontré notre attachement à la paix, au dialogue et à la concertation pour régler nos problèmes. Mais malheureusement, nous avons en face quelqu'un qui privilégie la force, qui ne veut pas de dialogue, qui estime qu'il est le président démocratiquement élu et qu'il doit imposer sa volonté à tous les autres, quitte à violer, si nécessaire, les lois de la République. Mais c'est ça le problème. Sinon, c'est très simple. On a fait l'expérience. Au mois de juin, on s'est retrouvés au Palais du Peuple. On a dialogué, il y a eu des concessions de part et d'autre. On a trouvé un accord, l'accord du 3 juillet. Il faut accepter de respecter l'autre, de l'écouter, de dialoguer, et puis de privilégier l'utilisation du dialogue et de la concertation, le respect de la loi, le respect du droit des autres. Au lieu de dire que moi j'utiliserai la force, c'est vrai qu'il dispose des forces de l'ordre qui obéissent, à qui il garantit
l'impunité. Il dispose de la justice, de l'administration territoriale, même des élus locaux, parce que comme vous le savez, il a remplacé tous les élus locaux lorsqu'il est arrivé au pouvoir en violation flagrante du code des collectivités. Il a remplacé les maires, il a mis des militants du RPG pour diriger justement aussi bien les communes rurales que les communes urbaines. Mais nous avons autre chose comme solution, le dialogue, le droit. En nous référant au droit, on peut rapprocher nos positions et trouver des consensus par rapport à ce qui semble nous opposer pour construire ensemble ce pays qui, comme vous le dites, dispose d'énormes potentialités économiques. Mais malheureusement, le pouvoir en place ne semble pas privilégier ni le dialogue et il viole quotidiennement la loi. Et il ne veut pas que les autres exercent leurs droits. Est-ce qu'aujourd'hui, si le pouvoir vous tend la main, vous, opposition guinéenne, pour travailler ensemble, mettre en place un gouvernement d'union nationale, pour dépasser cette situation, vous êtes prêt à aller? Non, s'il y a un programme, si c'est pour instaurer l'état de droit, si c'est pour promouvoir la démocratie, si c'est pour faire respecter les droits humains, écoutez, on aurait pu trouver un compromis pour essayer de travailler ensemble dans l'intérêt de la Guinée. Mais si c'est pour continuer les pratiques d'exclusion, d'injustice, d'arbitraire, de violation des règles et des principes démocratiques, de violation des lois de la République, nous ne voulons pas nous associer à de telles entreprises. Mais Alpha Condé a dit récemment sur ce plateau qu'au niveau de la Guinée, que vous, quand vous étiez au pouvoir avec Lassana Conté, vous faites partie de ceux qui ont aujourd'hui détruit ce pays-là, qu'il a hérité, lui, d'un pays, mais pas d'un État. Ben, écoutez, M. Alpha Condé veut attribuer tous ces échecs liés à l'incompétence de son gouvernement ou à son inexpérience ou à son entêtement à faire des choses. Sa tête, il veut attribuer tous ces échecs-là au pouvoir, aux anciens premiers ministres ou aux anciens ministres. Écoutez, voyons ce qui est arrivé, ce qui lui arrive. Dès qu'il arrive, il décide de changer le code minier. C'est tout à fait légitime. Mais il n'écoute pas. Il a mis des clauses là-bas qui n'intéressent pas les investisseurs, sur lesquels il était obligé de revenir 1 ou 2 ans après. Mais ça a été une perte de temps. Il veut s'attaquer au problème d'électricité. Au lieu de le faire dans le cadre du respect des règles et des procédures, il décide d'octroyer un marché de gré à gré de 144 millions d'euros à une entreprise brésilienne pour résoudre la question de l'électricité à Conakry. Cette entreprise aurait été présentée et parrainée par son fils. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Le contrat était mal ficelé. Après, on a fait plusieurs avenants, si bien que le contrat atteint aujourd'hui près de 200 millions d'euros et il n'y a pas de résultat. Il était obligé récemment encore d'aller chercher une société. Ça, c'est des fautes, c'est des erreurs qui expliquent le fait que jusqu'à présent, le déficit d'électricité n'a pas été résolu parce qu'on n'a pas respecté les règles et les procédures. Il y a plusieurs choses. Regardez le barrage de Caleta. Aujourd'hui, il est très fier de dire que sa construction est entamée. Je suis d'accord, mais c'est comment? C'est un barrage dont les études ont été commencées au temps de Conté. Toutes les études ont été menées et sur financement de la Banque africaine de développement. Le barrage faisait partie du lot des infrastructures qui devaient être réalisées dans le cadre de l'OMGV avec le barrage de Sambagalou. Mais lorsqu'il arrive, il dit non, moi je ne reste pas à l'OMVG, je vais réaliser le barrage. Le barrage, c'est un barrage d'une puissance de 250 MW environ et qui devait coûter 250 millions de dollars. La BAD, qui était chef de file des bailleurs de fonds, était prêt à financer une bonne partie de ce dossier. Les autres bailleurs étaient disposés. Il dit non, je ne veux plus ça, il sort le barrage. Mais on réalise aujourd'hui le barrage à 550 millions de dollars dans le cadre d'un marché de gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Bon. Mais face à l'urgence à Conakry, où les quartiers vivent dans une situation très difficile, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les populations vivent dans une grande misère, oui. Même si le coût est exorbitant, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose d'important pour les populations? C'est important de réaliser le barrage de Garafil. On avait déjà jugé que c'était important. Et c'est pourquoi on avait sollicité les partenaires, la Banque africaine de développement, pour réaliser toutes les études dans le cadre de l'OMVG, parce qu'on devait partager la production avec les pays membres de l'OMVG, le Sénégal et la Gambie. Bon, s'ils décident seuls, que la Guinée va faire seul le barrage, d'accord, mais il faut faire un appel d'offres ouvert pour que le barrage soit fait à un prix raisonnable.
Il ne s'agit pas de faire le barrage pour qu'au passage, des gens piquent des commissions et que le coût du barrage reste si élevé que le consommateur demain sera obligé de payer l'électricité à un prix plus élevé que la normale parce qu'il faut amortir ce barrage-là. Vous avez quand même été Premier ministre de Conté en ce moment. Quelle est votre part de responsabilité dans la gestion du pays? Dans la gestion du pays, écoutez, Conté d'abord, son bilan est difficile à faire. Il faut dire que le président Conté, qui n'était pas préparé à être président de la République parce qu'il ne faisait pas la politique, il y a eu la mort du président Sékou Touré, les militaires ont pris le pouvoir, il était parmi ceux qui ont décidé de le prendre, l'officier le plus ancien, le grade le plus élevé, il a pris la responsabilité, il a fait de bonnes choses, il a engagé des réformes courageuses. Entre 1984 et 2000, des progrès importants ont été faits. On a enregistré un taux de croissance de 5% du PIB, alors que dans tous les pays de zone franc, avec la crise du CFA, il y avait plutôt des taux de croissance négatifs. Et un programme d'investissement ambitieux a été réalisé. On a construit beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de santé. Le taux d'inscription brute au primaire était de 26% en 1984, au moment où le président Conté mourait, on était à 70%, 80%. Et il y a eu des progrès partout, des infrastructures routières ont été améliorées. Vers la fin de sa vie, il était vraiment diminué fortement en raison de la maladie. Il y a eu des choses qui ont été sans doute faites à son nom qui n'étaient pas orthodoxes. C'est vrai, mais on ne peut pas dire que tout le bilan de Conté était négatif ou alors que c'est ces ministres qui étaient responsables de tout. Aujourd'hui, si vous dites qui est responsable, c'est le ministre d'Alpha Condé, ou Alpha Condé lui-même qui est responsable de ce qui se passe actuellement. Les responsabilités sont partagées. Moi, j'étais ministre des Travaux publics, j'ai participé, j'ai mis en œuvre un vaste programme de modernisation des infrastructures routières, j'ai participé à un programme d'élimination des bacs et la construction à lieu et place des ponts qui aujourd'hui restent les plus grands ouvrages de franchissement du pays qui sont là. Je n'ai pas à rougir de mon bilan, j'ai fait ce que j'ai vu dans la rigueur, dans le respect des règles et des procédures. Mais le régime de Conté aussi, c'était la corruption. L'affaire de BSGR, d'autres dit sa troisième femme, avait attribué pratiquement le mont de Simandou à une société israélienne. Aujourd'hui, Alpha Condé juge que ces gens-là, d'ailleurs, quand elle a récupéré le mont de Simandou, qu'il veut lui faire un coup d'État. Bon, écoutez, ça, il y a l'utilisation. Alpha Condé a dit, je reviens sur l'affaire de coup d'État là. Il a dit qu'il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Et récemment, il a dit qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre lui et que c'est les manifestations de rue qui vont déclencher le coup d'État. Ça, vous savez, en Guinée, le coup d'État a toujours été un instrument d'intimidation du peuple et d'élimination des adversaires politiques. Nous, on a réagi par rapport à ça, ça ne nous intimidera pas. S'il fraudait les élections, je dis qu'on va manifester parce qu'on ne peut pas associer les manifestations pacifiques qui sont légales à une tentative de déstabilisation du pays. Le FDG est un parti démocratique qui se bat dans le respect de la légalité et nous ne sommes pas dans des entreprises de déstabilisation. Mais on ne peut pas utiliser ça aussi pour nous intimider et nous empêcher d'exercer nos droits. L'affaire de BGR, je ne sais pas, je n'étais pas au gouvernement. C'est après moi qu'il y a eu cette attribution, enfin de ce permis d'exploitation du Simandou. Bon, s'il estime que ce marché, enfin ce permis a été attribué dans des conditions troubles, écoute, il était libre de réviser soit la convention qui lie BCR à la Guinée, soit de l'annuler dans le respect des règles et des procédures. Je n'ai pas à lui reprocher, nous à l'encourager, c'est à lui d'apprécier par rapport à qu'est-ce que la Guinée perd, qu'est-ce qu'elle gagne dans ça. Est-ce que BCR a bénéficié de ce permis de manière spécifique? Est-ce que c'est différent, c'est dans des conditions différentes que les autres permis ont été attribués, ou est-ce que toutes les sociétés qui ont eu des permis dans les mêmes conditions ont fait l'objet des mêmes... enfin, ces permis ont été annulés dans les mêmes conditions, ça c'est à lui de voir. Oui, mais Alpha Condé, il partira un jour, la Guinée va rester, tous les hommes politiques partiront et resteront dans le pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui estiment que les contrats qui avaient été signés en Guinée, avec les sociétés minières, pétrolières, la Guinée est riche en diamants, en fer et tout, il y a eu quand même des contrats léoniens qui ont été signés. Est-ce que la classe politique guinéenne ne peut pas avoir consensus sur la gestion des richesses guinéennes? Oui, mais s'il y a un dialogue, si M. Alpha Condé, comme il l'avait dit à un moment donné, qu'il allait consulter la classe politique qui ont appartenu aux mêmes forces vives que lui,
S'il y a un débat, chacun peut apporter sa vision. Mais s'il n'y a pas de dialogue, il s'enferme. C'est lui qui a la responsabilité de conduire les affaires publiques. Bon, c'est à lui de voir. Aucun ne peut l'obliger à associer un autre à la gestion, mais on peut avoir une consultation. Chacun de nous a une petite expérience, a une petite connaissance. On peut les mettre ensemble pour aider la Guinée à avancer. Mais c'est à lui de prendre l'initiative et considérer que les gens peuvent avoir des avis utiles pour lui, mais s'il estime qu'il connaît tout et qu'il a les moyens de tout gérer, écoute, on n'a pas le droit de lui dire non dès lors qu'il respecte les dispositions légales. Pour un étranger qui vient à Guinée, les gens sont frappés aujourd'hui par le discours politique développé à Guinée, où pratiquement il est assez ethniciste. Les Peuls, les Soussous, les Malinqués, les Guerzés. Alors quand on observe bien la société guinéenne, on a l'impression que c'est l'une des sociétés les plus métissées au monde. Oui. Est-ce que ce n'est pas votre responsable, vous en tant que politicien, de diviser la Guinée pour mieux régner? Oui, non. Moi, je pense que c'était un recul. Avec l'élection présidentielle, on a assisté à une tribalisation à outrance du débat, des campagnes. Moi, je suis fier de n'être jamais tombé dans ce piège. J'ai toujours eu un discours républicain. Je suis allé dans toutes les préfectures du pays, en Haute-Guinée, en Forêt, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour. Je n'ai exclu aucune région. Et au niveau de mon parti, vous avez les ressortissants de toutes les communautés et de toutes les régions. Je considère qu'on ne doit pas juger l'homme par rapport à son nom, à son ethnie, mais par rapport à son mérite, par rapport à ses talents, par rapport à son action, par rapport à son caractère. Et c'est ce que nous essayons de développer à l'UFDG. Et à l'UFDG, aujourd'hui, vous avez toute la Guinée. Même si la campagne a été menée, non pas contre moi, mais contre l'ethnie dont j'étais ressortissant pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que le handicap de 18% contre 44% qu'Alpha avait, était peut-être pour le surmonter, il fallait qu'il mette une dose de tribalisme dedans pour essayer de rassembler un maximum de Guinéens contre Cellou, en disant que Cellou avait la préoccupation d'asseoir l'hégémonie des peuples et que c'était une menace pour la communauté nationale. Bon, il y a eu cette campagne qui a été menée contre ma communauté, mais je n'ai jamais réagi en tant que peuple, j'ai réagi en tant que leader politique. Et pour dire que les Guinéens ont besoin d'être unis autour des valeurs partagées pour vraiment consolider l'unité de la nation et promouvoir un développement au profit. Mais justement, quel est le rôle que vous devez jouer, vous, hommes politiques guinéens, de façon globale, pour éviter aujourd'hui que cette fracture ethnique s'installe dans les têtes des populations, qu'aujourd'hui, que n'importe qui d'entre vous qui viendra au pouvoir sera obligé d'être en face de cette question? Oui, écoutez, oui, bon, l'important, c'est qu'on soit unis autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. La Guinée doit être une. C'est la Guinée des citoyens qu'il faut construire. Ce n'est pas la Guinée des Peuls, des Soussous ou des Malinqués. On doit être fier de notre unité dans la diversité. La diversité culturelle est un facteur d'enrichissement de notre nation. Mais on ne doit pas mettre ça au-dessus. Nous sommes d'abord des citoyens. La Constitution ne reconnaît que le citoyen. Et lorsque vous gérez le pays, lorsque vous êtes président de la République, vous devez vous comporter en président de tous les Guinéens pour susciter l'espoir et la confiance de chacun de vos compatriotes. Ne pas apparaître comme quelqu'un qui est au service d'une communauté, d'une ethnie ou d'un groupe particulier quelconque. Il faut que le président de la République soit au-dessus de la mêlée. Par son comportement, par les actes qu'il pose, par les propos qu'il tient, il doit éviter vraiment de contribuer à diviser la Guinée et contribuer plutôt à consolider l'unité de la Guinée des citoyens. Oui, la Guinée, on disait tantôt, à toutes les richesses du monde, tout ce qu'il faut pour qu'elle sorte de la misère. Ouais. Et pourtant, quand on voit dans des quartiers, Bambeto, Hamdallah, Koza, Ratoma, si vous allez à Inco 5, on a eu l'impression que les Guinéens vivent sur de l'or et meurent de faim. Oui, mais écoutez, vous êtes un pays où plus de 50% de la population vivent en dessous de seuil de pauvreté, malgré les richesses énormes. Nous détenons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite, le meilleur fer au monde sur le Simandou et sur le Nemba, et même ailleurs. Et nous avons de l'or, vous l'avez dit, nous avons des diamants, nous avons une bonne pluviométrie. Conakry est la ville où il pleut le plus en Afrique de l'Ouest. Nous avons beaucoup d'eau, nous avons des terres fertiles.
Et nous n'avons pas eu de bonne politique pour mettre en valeur justement ces énormes potentialités. Je n'ai pas parlé du potentiel hydroélectrique. Sur le Concouré, sur 150 km, vous avez près de 2000 mégas. Vous avez Garafiri 70, vous avez Kaleta 250, vous avez Soapiti 600, vous avez 700 mégawatts sur Amaria, 700 sur Soapiti et 600 sur Amaria. Nous pouvions fournir de l'électricité à tous les pays voisins, à une bonne partie des pays de l'Est. Mais on n'a pas pu mettre en valeur ces ressources-là et le pays continue de croupir sous la misère alors que nous sommes sur une mine d'or. Bientôt les élections présidentielles, c'est en 2015. Comment vous préparez-vous par rapport à ces élections? Est-ce que vous serez candidat ou pas? Oui, je souhaite être candidat. Si mon parti m'investit, je serai naturellement le prochain candidat de mon parti. J'essaie mentalement de me préparer en conséquence. Mais comment vous allez préparer ces élections de 2015? Écoutez, en présentant encore un programme pertinent qui va s'adresser aux difficultés des Guinéens, qui va permettre, s'il était mis en œuvre, d'améliorer leurs conditions de vie, de favoriser la réconciliation nationale, parce que sans la paix, sans la confiance, la Guinée ne peut pas avancer. Restaurer la confiance, mettre en place une administration crédible, capable de créer les conditions d'un développement durable pour tous les citoyens. Je pense que je présenterai un programme qui ne manquera pas de convaincre les Guinéens à voter pour moi. Je ferai une campagne saine, républicaine, pour la Guinée, pour le développement de la Guinée, pour la réconciliation des Guinéens, pour le respect des droits humains, et pour vraiment l'unité dans le progrès. D'ici 2015, il faut du temps. Oui. Gérer un parti d'opposition en Afrique, ce n'est pas facile, il faut avoir les moyens. Comment vous allez gérer votre parti? Bon, écoutez, d'abord, je pense que si le gouvernement respecte l'accord du 3 juillet, on devrait organiser les élections communales avant la fin du premier trimestre 2014. Bon, je sais que j'aurai beaucoup de communes, rurales et urbaines, et avec ce qui pourrait constituer des points d'appui importants pour le parti. Comme vous le savez, l'UFDG a gagné tous les députés nominaux de la ville de Conakry. Je suis à même de, là aussi, je pense que l'opposition pourra gagner les 5 communes de Conakry lors des élections locales. Et nous pourrons gagner aussi beaucoup d'autres communes urbaines et rurales dans le reste de la Guinée. Ça va aider justement le parti à affronter la bataille des élections présidentielles. Ce seront des batailles sans doute difficiles, mais je pense que l'UFDG aujourd'hui a la confiance des Guinéens. Les élections législatives l'ont prouvé, même si nous avons été victimes d'une fraude massive avant, au cours et après le scrutin, mais on a pu quand même montrer que nous sommes la première force politique du pays. Mais le RPG, le score qu'il a eu, on sait que c'est le résultat de la fraude et non de l'adhésion populaire. Aujourd'hui, l'UFDG est plus forte qu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Dans la réalité, si on a des élections transparentes, je n'ai pas de sous-sous pour 2015 si on maintient l'élan, si on maintient cet enthousiasme et cette confiance dont le parti et son président bénéficient aujourd'hui auprès des Guinéens. Dans un contexte de pauvreté, de rareté de ressources, pour gérer un parti politique, il faut des moyens financiers. Où est-ce que vous avez les moyens financiers pour entretenir le parti? J'ai beaucoup de militants et les militants sont mobilisés, sont motivés. Et bien, ils donnent de l'argent. J'ai des militants qui donnent de l'argent. Mais ils cotisent. Et lorsqu'il y a une échéance électorale, ils se cotisent. Les Guinéens de l'extérieur, ils sont nombreux, ils sont prospères, un peu partout aux États-Unis, en France, en Angola, en Afrique australe et en Afrique centrale et à l'intérieur du pays. Mais certains estiment que vous êtes soutenu aussi par les riches commerçants guinéens qui nous donnent beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup de commerçants qui sont des militants ou des sympathisants de l'UFDG qui, à l'occasion des élections, contribuent au financement des campagnes. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un piège pour un homme politique qui se fait en tenir pratiquement par des militants qui donnent de l'argent, qui sont riches? Une fois au pouvoir, ils peuvent s'attendre à ce que vous fassiez le retour de l'ascenseur. Non, elles savent que je ne gère pas comme ça. J'ai occupé de hautes responsabilités. Ils savent
que je suis attaché au respect des règles et des procédures. Je n'introduis pas de distorsion dans la concurrence. Le rôle de l'État dans une économie libérale, c'est de veiller à ce que la concurrence soit saine, qu'il n'y ait pas de distorsion dans la concurrence, que certains ne bénéficient pas de passe-droit, de privilèges que d'autres n'ont pas. Et ça, ils savent que je suis capable de veiller là-dessus. Ceux qui me soutiennent, ils ne me soutiennent pas pour que demain je retourne l'ascenseur en donnant des exonérations ou des passe-droits. Ils savent que je suis attaché au respect des règles et que sur ces questions-là, je suis intransigeant. Oui, l'un des fondateurs de l'UFDG, Baouri, il considère que vous êtes trop consensuel vis-à-vis du pouvoir guinéen. C'est pourquoi l'UFDG est dans l'état dans lequel il est. L'état dans lequel se trouve l'UFDG est enviable. Nous sommes le premier parti de politique après le revers de 2010. Les gens sont restés mobilisés, attachés au parti, à son président. Mais pour lui, vous avez tout accepté du pouvoir. Hein? Il vous impose, pour lui, le pouvoir vous a tout imposé, vous avez accepté tout. Le pouvoir ne m'impose pas tout. Nous avons lutté contre le pouvoir. Nous sommes rentrés à Conakry. Après avoir passé quelques 8 mois à l'extérieur, après les élections, nous avons réussi à rassembler toute l'opposition, à organiser des marches, à protester, à attirer l'attention de la communauté internationale sur les exactions, sur les violations des droits humains, sur la restriction de nos libertés fondamentales en Guinée. Et nous avons pu empêcher Alpha Condé de faire pas mal de choses qu'il était en train d'organiser. On ne peut pas dire qu'on n'a pas lutté, que l'opposition guinéenne n'a pas lutté. Ceux qui disent ça, vraiment, ils le disent parce que peut-être qu'ils ont d'autres ambitions, mais l'UFDG était sur tous les fronts. Nous avons perdu 50 de nos militants. Nous avons dénoncé les violations des droits humains. Nous avons lutté pour que les conditions d'un scrutin équitable soient réunies. Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas lutté. La Cour pénale internationale était venue en Guinée enquêter sur les événements du 28 septembre. Oui. Lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, ça s'est passé sous Dadis Camara, qui aujourd'hui est à côté au Burkina Faso. L'enquête ne s'est pas poursuivie. Est-ce que vous pensez que la justice doit se faire? Oui, je pense que l'enquête doit se faire, oui. Aujourd'hui, je crois qu'on a mis en place une structure locale pour continuer les investigations. Je pense que cette structure, c'est lent, mais elle continue de travailler. Ça intervient dans un contexte où les chefs d'État africains eux-mêmes contestent la légalité de la CPI en disant qu'à 15 ans, il y a 29 chefs d'État africains qui sont convoqués à la CPI. Oui, moi je pense quand même qu'il faut lutter contre l'impunité. Parce que pour préserver, protéger les droits humains, il faut mettre fin à l'impunité. Quelle est la structure qui va le faire? Est-ce que nos États sont outillés et ils ont la volonté politique de lutter contre les violations des droits de l'homme, contre toutes sortes de crimes? Ça, je ne pense pas qu'il y ait autant de volonté politique en Afrique. Est-ce que la justice internationale est vraiment la solution? Il faut ouvrir le débat et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. L'important est qu'on mette fin à l'impunité et que les droits humains soient protégés dans nos États. Aujourd'hui, question plus personnelle. Comment vous vivez votre rôle d'opposant, en tant que père de famille? Comment vous arrivez à concilier votre vie de famille et vie d'opposant dans un pays où vous dites que les conditions sont très difficiles? Oui, écoutez, je crois que la vie politique m'absorbe, la vie publique. Je donne plus de temps à mon parti, aux activités politiques, à ma famille. Il y en a qui se souviennent, ma fille était venue en vacances, elle n'a pas pu me voir trop souvent, elle s'était fâchée, papa on ne te voit jamais, tu es toujours dans les manifestations, dans les meetings. J'ai dit écoute, c'est un peu aussi les contraintes du métier que j'ai décidé d'exercer. Il faut que tu comprennes et que tu saches, ce n'est pas parce que je manque d'affection ou de sentiments, mais je suis obligé d'être là. Bon, mais est-ce que des fois vous n'avez pas envie de tout abandonner? Non, je pense qu'il faut continuer parce que beaucoup de Guinéens me font confiance, ce job. Beaucoup de Guinéens. Vous savez, j'ai pris la direction de l'UFDG en novembre 2007. En juin 2008, l'UFDG était la première force politique du pays. Au moment où je prenais la direction, il n'y avait pas de comité de base, le parti n'était pas implanté. Il avait à sa tête une éminente personnalité en la personne de Bam Madou. Il y avait également Baouri qui était connu, mais le parti n'était pas installé. Je me suis attelé à l'installation,
à l'implantation du parti et les Guinéens m'ont fait confiance. Beaucoup ont quitté les partis dans lesquels ils ont milité une dizaine d'années ou 20 ans pour me rejoindre à l'UFDG. Et très rapidement, le parti est devenu la première force politique du pays. Et lorsqu'il y a eu les élections en 2010, j'ai totalisé 44% de suffrages exprimés, alors qu'Alpha Condé, qui venait en deuxième position, n'a eu que 18%. Et ça, cette confiance-là, s'est accrue. Aujourd'hui, malgré le revers qu'on a rencontré, les gens me font confiance, ils continuent de militer activement et ils sont dans le parti, ils veulent qu'on avance. Je ne peux pas renoncer au combat à un moment où c'est très difficile. J'aurais démérité, je n'aurais pas mérité la confiance de ces gens. Une dernière question, M. Dalan Diallo, c'est quoi votre rêve pour la Guinée? Mon rêve pour la Guinée, je veux être le président d'une Guinée réconciliée, la Guinée des citoyens, une Guinée qui va briller comme la Guinée, la République de Guinée avait brillé dans les années 60 après l'indépendance. Nous avons les moyens de créer de la richesse, de veiller à ce qu'elle soit bien répartie, que les Guinéens sortent de la misère, de la médiocrité, que la Guinée occupe sa place dans la sous-région et sur le continent. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un potentiel hydraulique important. Je voudrais voir la Guinée demain fournir de l'électricité à tous les pays voisins. Je souhaite voir demain les guildes africains et d'autres nationalités accourir vers la Guinée parce qu'il y a de la prospérité, il y a une activité économique. Les gens viennent au lieu de fuir actuellement le pays. Beaucoup de Guinéens quittent la Guinée aujourd'hui parce qu'il y a la misère, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance. Et nous n'avons pas un État. Je veux être dans une Guinée où la justice peut constituer un recours sûr pour tous les citoyens, pour toutes les entreprises, pour tous les investisseurs. Je vais contribuer à l'instauration de l'état de droit, à promouvoir la démocratie, à promouvoir plus de fraternité, plus de confiance entre les fils du pays. C'est mon rêve. Cyril Dalan Diallo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, que nous parlions avec vous de la situation dans votre pays, dans la sous-région. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous suivez. Au revoir.